Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un monument du développement personnel, un nom que tout le monde a déjà entendu, Napoléon Hill. Tout le monde, ou presque, oui. Notre source est assez unique, c'est la transcription de conférences qu'il a donnée en 1954. Il a quand même passé plus de 20 ans à interviewer les plus grandes réussites de son temps pour trouver une sorte de formule du succès. C'est ça. Et notre mission, si on peut dire, c'est un peu de jouer les détectives. On va essayer de reconstituer cette formule pièce par pièce et voir si ça tient encore la route aujourd'hui, quoi. C'est une excellente approche. Parce qu'il faut tout de suite évacuer une idée, il ne propose pas juste une collection de life hacks. Non, ce n'est pas ça. Pas du tout. Il prétend avoir découvert une véritable science de l'accomplissement, un système. Il a été missionné par Andrew Carnegie, un des hommes les plus riches du monde à l'époque. C'est vrai ? Et Carnegie lui a dit, en substance, le succès laisse des traces, des principes, va les trouver. Du coup, la question qui soutient tout son travail, c'est est-ce que les mécanismes de la réussite sont universels ? Est-ce qu'on peut les reproduire ? D'accord. Alors, si c'est un système, il y a forcément un point de départ, une fondation. Et pour lui, c'est d'une clarté presque brutale. Oui. Il faut un objectif majeur clair et net. Il ne dit pas un rêve, une envie. Non, un objectif. C'est le point de départ de tout. Il martèle une séquence. 1. Définir l'objectif. 2. Créer un plan pour l'atteindre. Et 3. Agir. Agir immédiatement. Et ce qui me surprend un peu, c'est qu'il dit que le plan peut être mauvais. On pourra le changer. Mais l'objectif, lui, doit être gravé dans le marbre. Cette insistance sur la clarté, elle est fondamentale, et la science moderne, en fait, lui donne raison. On pourrait parler aujourd'hui du système d'activation réticulaire dans notre cerveau. C'est-à-dire ? C'est une sorte de filtre. Une fois que vous lui avez dit ce qui est important, il va le repérer partout. C'est l'exemple classique, vous décidez d'acheter une voiture rouge. Et on ne voit plus que des voitures rouges. Exactement. Il l'avait compris de manière intuitive. Un objectif précis, ça programme le cerveau à chercher les opportunités. Sans ça, l'esprit dérive. C'est toute la différence entre être le capitaine de son navire et être un bouchon de liège sur l'océan, quoi. Je vois l'idée, mais est-ce qu'on ne risque pas de s'enfermer dans un objectif qui avec le temps, se révèle être le mauvais ? L'agilité, la capacité à pivoter, ce n'est pas tout aussi important aujourd'hui ? C'est une excellente question. Je pense que Hill répondrait que l'objectif majeur, ce n'est pas tant le but final que la direction. L'étoile polaire. C'est ça, l'étoile polaire. Le chemin pour l'atteindre, lui, peut et doit être flexible. L'important, c'est d'avoir une force qui nous tire en avant. Et cette force, en fait, ce n'est pas l'objectif lui-même, c'est le pourquoi. La motivation, le deuxième pilier. On y est, la motivation. Et il est très pragmatique là-dessus. Il dit qu'on ne fait rien sans une bonne raison. Il liste 9 motivations de base. L'amour, le gain financier, le désir de pouvoir, mais aussi l'instinct de conservation ou même le désir de créer. Ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas du tout un discours éthéré sur la passion. C'est presque un manuel de psychologie appliquée. Tout à fait. Il nous dit « Trouvez le bon levier émotionnel, le bon carburant, sinon votre moteur ne démarrera jamais. » C'est exactement ça. Ces motivations, c'est le carburant qui transforme un simple souhait en ce qu'il appelle un désir ardent. Un désir ardent, oui. C'est cette charge émotionnelle qui fait toute la différence. Un objectif sans désir ardent, c'est une voiture sans essence. Elle est peut-être très belle, mais elle ne va nulle part. D'accord. Donc si la motivation est le carburant, il faut bien un moteur pour le brûler. J'imagine que c'est là que son fameux subconscient entre en jeu. On y arrive. C'est la pièce maîtresse de sa mécanique. Sa théorie, c'est la suivante. Toute idée, toute pensée qui domine notre esprit, si elle est chargée d'émotions, Le fameux désir ardent. voilà. Elle est inévitablement captée par notre subconscient. Et celui-ci se met au travail pour la transformer en réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est un processus. Et ce qu'il appelle le subconscient, aujourd'hui on pourrait le rapprocher de quoi ? Des processus automatiques du cerveau ? C'est une très bonne analogie. Il a compris bien avant l'imagerie médicale que notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée et répétée. C'est le principe même de la visualisation chez les athlètes de haut niveau. Complètement. Il donne cette anecdote sur Émile Coué et sa méthode. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Il dit que ça ne marchait pas toujours. Non, parce que les gens le récitaient sans émotion, sans y croire. C'était une phrase vide. Elle ne parlait pas au subconscient. Précisément. Et c'est là qu'il introduit une notion capitale. Le subconscient est un serviteur formidable, mais il est totalement neutre. Ah, il ne juge pas.
Non, il ne fait pas la différence entre le bien et le mal, le succès ou l'échec. Il exécute les ordres. Si vous nourrissez votre esprit de peur et de doute, avec une forte charge émotionnelle, votre subconscient va travailler avec la même efficacité à saboter vos projets. C'est un mécanisme, pas un juge. Voilà, il accepte comme vrai ce qu'on lui répète le plus souvent et avec le plus d'intensité. C'est une vision qui préfigure de 50 ans ce qu'on sait sur les biais cognitifs. D'accord, c'est un outil puissant mais potentiellement dangereux. Comment on s'assure qu'il travaille pour nous? Il ajoute un ingrédient, une sorte d'accélérateur. Et il utilise un mot qui peut faire tiquer aujourd'hui, la foi. Oui, et il faut tout de suite le définir comme lui l'entend. Pour il, la foi n'a rien de religieux ou de mystique. Ce n'est pas de l'espoir non plus. Non, absolument pas. Il la définit comme un état d'esprit qui confine à la certitude. L'état où l'on voit son objectif comme déjà accompli, avant même d'avoir commencé. C'est l'antidote absolu au doute. Le doute, pour lui, c'est le message « annuler la commande ». C'est l'ordre d'arrêter les machines, exactement. La foi, au contraire, c'est la validation finale. Il prend l'exemple de Gandhi qui, selon lui, a réussi à libérer l'Inde parce qu'il avait cette foi inébranlable. Une conviction qui a fini par se transmettre à des millions de personnes. C'est donc une forme de confiance en soi poussée à l'extrême. Mais est-ce que ce n'est pas le serpent qui se mord la queue? Pour avoir cette foi, il faut déjà des résultats, mais pour avoir des résultats, il faut la foi. C'est le paradoxe de l'œuf et de la poule. Mais il dit que la foi se construit. Elle n'est pas passive. Surtout pas. Elle doit être nourrie par des actes. Chaque petite action alignée avec l'objectif renforce cette foi. C'est une boucle de rétroaction positive. Il affirme que c'est ce qui sépare les 2% de gens qui réussissent des 98% Qui se dévalorisent. qui abandonnent. Oui, ces derniers attendent d'avoir des preuves extérieures pour croire en eux. Alors que les premiers, eux, créent leurs propres preuves par leurs actions, même minuscules, pour bâtir leurs convictions. D'accord. Donc on a la direction avec l'objectif, le carburant avec la motivation, le moteur avec le subconscient et l'accélérateur avec la foi. On a l'impression d'avoir un individu surpuissant. Mais il semble dire que ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Il ajoute un élément collectif, son fameux mastermind, l'alliance des esprits. C'est le démultiplicateur de puissance, le mastermind. C'est l'idée que lorsque deux esprits ou plus s'allient dans un but commun et en parfaite harmonie, Il insiste beaucoup là-dessus. il se crée une troisième force. Une sorte d'esprit collectif qui est bien plus intelligent, plus puissant que la somme des esprits individuels. L'anecdote sur Andrew Carnegie est incroyable. Il lui avoue ne rien connaître à la technique de fabrication de l'acier. Rien du tout. Son seul talent, disait-il, était de savoir choisir et de maintenir en harmonie une vingtaine d'experts. Eux, ils savaient tout. Carnegie n'était pas l'expert, il était le chef d'orchestre de l'intelligence collective. Il utilise un langage très imagé pour son époque. Il parle de vibrations de pensée qui s'élèvent. C'est là que ça peut paraître un peu ésotérique pour un public moderne. Tout à fait. Et c'est notre rôle de traduire, je crois. Quand il parle de vibration, il décrit un phénomène qu'on appellerait aujourd'hui l'émulation intellectuelle. La synergie. Le flow collectif, peut-être? Oui, ou le flow collectif. C'est ce qui se passe dans un brainstorming réussi. Chaque membre est stimulé par les idées des autres et le niveau général de créativité monte en flèche. C'est l'idée que 1 + 1 = 3. Il a juste utilisé le vocabulaire de son temps pour décrire un phénomène qui est bien réel. Mais il insiste énormément sur une condition intacte, la parfaite harmonie. C'est fascinant, mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique? On sait que certains des duos les plus innovants de l'histoire, je pense à Steve Jobs et Steve Wozniak, étaient souvent en conflit. Il faut nuancer ce qu'il entend par harmonie. Pour lui, ce n'est pas une absence de débat, surtout pas. Ah d'accord. Il s'agit d'une harmonie sur l'objectif final. Le respect mutuel et l'alignement sur la vision sont les clés. Les débats peuvent être vifs, mais tant qu'ils servent l'objectif commun, l'harmonie fondamentale est préservée. C'est quand ça devient personnel que ça casse. Voilà, si l'ego prend le dessus sur la mission, alors l'alliance se brise et le mastermind cesse d'exister. C'est, selon lui, la relation la plus puissante, mais aussi la plus fragile qui soit. D'accord. La formule semble complète, mais ça reste très conceptuel. Comment on passe à la pratique? Quel est le mode d'emploi? Et c'est là qu'il est très concret. Il propose un protocole en plusieurs étapes. La première, c'est d'écrire son objectif. Pas seulement y penser,
L'écrire. L'écrire sur un papier, le décrire avec le plus de détails possible, fixer une date limite et préciser ce qu'on est prêt à donner en échange. C'est un vrai contrat avec soi-même. L'acte physique d'écrire, ça ancre l'objectif dans le réel. Et la répétition quotidienne de sa lecture, c'est le moyen de le télécharger dans le subconscient. La deuxième instruction, par contre, est vraiment contre-intuitive aujourd'hui. Il dit « Gardez votre objectif secret ». Ça va à l'encontre de toute la culture moderne qui nous pousse à tout partager sur les réseaux sociaux. C'est une protection psychologique, essentielle selon lui. Il explique que lorsqu'une idée naît, elle est extrêmement fragile. La partager avec des gens qui ne sont pas dans votre mastermind. Ça vous expose au ridicule, au cynisme. Exactement. Tu n'y arriveras jamais, c'est ridicule. Ces remarques, surtout venant de proches, peuvent tuer le désir ardent dans l'œuf. Le secret agit comme une serre. Il protège la jeune pousse jusqu'à ce qu'elle soit assez robuste pour affronter le monde extérieur. C'est une perspective intéressante, et la dernière étape pratique qu'il mentionne, c'est le principe d'en faire toujours un peu plus. Oui, rendre un service de meilleure qualité que celui pour lequel on est payé, avec une attitude agréable. Ça ressemble un peu à un conseil de grand-mère, non ? En surface, peut-être, mais la logique derrière est redoutable. Il appelle ça la loi des rendements croissants. En offrant systématiquement plus de valeur que ce qui est attendu, on change la perception que les autres ont de nous. On passe de quelqu'un qui fait son travail à quelqu'un d'indispensable. C'est ça développe l'initiative, la confiance en soi et surtout, ça nous place en position de force. On ne dépend plus du bon vouloir des autres pour obtenir une opportunité, on les crée. C'est une stratégie proactive pour construire sa valeur sur le long terme. Donc, si on récapitule notre enquête, la formule de Napoléon Hill est une sorte de réaction en chaîne. On peut voir ça comme ça. Tout part d'un objectif précis, comme une cible. On y injecte un désir ardent, la motivation, qui est le carburant. On utilise la foi et la répétition pour programmer le subconscient, notre moteur. Et on suralimente le tout en s'alliant avec d'autres esprits via le mastermind. C'est bien ça ? C'est une excellente synthèse. C'est une science de l'autodirection mentale. Chaque pièce est essentielle. Si on enlève une seule de ces étapes, la machine, selon Hill, ne peut pas fonctionner de manière optimale. Et ça m'amène à une dernière réflexion. Je vous écoute. Hill affirme que la grandeur est la capacité à reconnaître le pouvoir de son propre esprit, de l'accepter et de l'utiliser. Si c'est vrai, et si les principes sont si clairs, quel est le plus grand obstacle qui empêche la majorité des gens de simplement reconnaître ce pouvoir qui est en eux? Est-ce que c'est la peur, le doute instillé par notre éducation, l'influence des autres, ou simplement l'habitude de vivre en pilotage automatique sans jamais vraiment prendre les commandes de notre propre esprit?